y a un inspecteur du travail qui, a déjà une vingtaine d'années, m'avait dit « Vous avez fait une entreprise marxiste ». Et il a raison. J'ai donné le pouvoir aux productifs directs, les ouvriers. Hein, et Favier, c'est une entreprise où les ouvriers décident de tout, indirectement de leur salaire, de leur congé, de leur implantation, de l'implantation des machines, de leurs horaires, de leur RTT, des congés, des investissements. Ils décident de tout librement, sans contrôle. C'est ça la base de Favier. Intuitivement, j'avais compris que le pour qui primait le pourquoi. Pour qui je me marie, ça commence par ça. Après, il y a pourquoi je me marie. Comment je me marie, j'en ai rien à faire, c'est le problème du curé et du maire. Hein. Alors l'entreprise classique, qui était devenue un nœud de pouvoir, est basée sur le comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui disent que le comment sont incapables de faire ce qu'ils dictent. D'accord ? Alors tout le système, il y a ceux qui dictent, il y a ceux qui contrôlent, il y a ceux qui sanctionnent, tout ça par rapport au comment. Et moi, je suis parti, mais inconsciemment, hein, du fait qu'il fallait que les ouvriers sachent pour qui ils travaillent. Donc la mini-usine, elle travaille pour Fiat, pour Volkswagen ou pour les compteurs électriques, ils savent pour qui ils travaillent. Et pendant longtemps, ils avaient le logo du client d'ailleurs. Pourquoi ? J'ai mis le telex au début, puis après le fax, et je disais, et puis maintenant c'est l'ordinateur, en disant aux ouvriers, regardez, voilà. C'est vous qui décidez, si vous passez en équipe, qui en est-il, comment ça s'alterne, je m'en fous. Donc je leur ai délégué totalement le comment, partant du principe que seul celui qui fait, sait. D'accord ? C'est la première règle du Kaizen. Le Kaizen, il y a 10 règles. La première, c'est celui qui fait, qui sait. D'accord ? Et c'est ça qui caractérise Favier. Ce qui caractérise Favier aussi, c'est qu'on a autant de commerciaux que mini-usines et que les commerciaux sont au milieu des machines. Et leur boulot, c'est de faire rentrer le dehors dedans et de faire participer les ouvriers à la démarche d'un projet, dès l'émergence du projet. Et nos commerciaux font tout, c'est-à-dire qu'ils prospectent, ils font la gamme, ils sont chefs de projet, ils choisissent les machines, ils construisent les acheteurs, ils font les audits de productivité, les audits... le commercial suit qu'un client et fait tout. C'est-à-dire que un des autres principes de Favier que j'ai compris il y a très longtemps, par une opératrice d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Et je pense qu'en foutant la paix aux ouvriers, ils sont heureux. Et il n'y a pas de tension. Parce que le gars qui ne s'entend pas avec un autre, change de mini-usine. Ou passe de nuit. Vous voyez, donc ça s'autorègle tout ça. Quand tout est dans une tête, les procédures sont simples. Quand vous avez une partie dans la tête de qui fait la gamme, de celui qui prospecte, les procédures sont très complexes. Hein, alors ça, c'est aussi une chose que j'ai comprise, ça, ce faisant. J'ai fait ça pour que le commercial soit heureux. Je n'ai pas cherché plus loin. Hein, du coup, qu'il soit heureux, il fait tout. Puis il se débrouille, sans contrôle, sans... Bon, bref. Puis après, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais améliorer les systèmes. Il faut imaginer autre chose. Si j'avais essayé d'améliorer les systèmes entre le gars qui prospecte, j'aurais dépensé une fortune d'énergie avec le lean, le truc et le machin. J'aurais créé des tas de tensions. François Julien, avec 2 L, qui a dit « Le bon prince est celui qui, en supprimant les contraintes et les exclusions, permet à chaque existant de s'épanouir à son gré. Son agir sans agir, qui n'est pas ne rien faire du tout, est une forme de laisser-faire pour faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. » Et ça, c'est ce que j'ai appris au service militaire. Quand tu as 23 ans, que tu es sous-lieutenant, tu n'as pas donné des ordres à des mecs qui ont même... Moi, j'avais 2 adjudants qui avaient 45 ans. Puis dans l'artillerie Ernest Jones, c'est les fusées à tête nucléaire. J'avais quand même pas donné des ordres à des gars qui connaissaient le matériel mieux que moi. Donc j'ai appris inconsciemment à faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est ça le management. Moi, mes 2 limites, c'est l'homme est bon. L'homme est bon, donc il n'y a aucun contrôle. S'il y a un papier on détruit tout de suite. Hein. Alors ça devient une étoile. C'est-à-dire, si un tiroir fermé à clé, on va pas faire, on va dire, arrêtez vos bêtises, quoi, l'homme est bon, quoi. L'homme est bon. Et l'autre, c'est l'amour du client. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, il faut qu'il y ait un client derrière. Si tu supprimes tous les papiers, tu as 80% des papiers dans les entreprises, les procédures, où il n'y a pas de client derrière. D'accord ? C'est nos 2 limites. Mais c'est aussi viril. Moi, j'ai un collaborateur, je rencontrais ça tout à l'heure, hein, qui un jour m'a dit, un agent qualité, en une réunion qualité, je ne sais plus pourquoi, David, puis il me dit « Oui, il y en a marre avec vous, moi je ne suis pas à disposition des ouvriers, je suis bac plus 3. » Puis j'essaie de le raisonner, j'y arrive pas. Puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai écouté David, du haut au bac plus 3, là, j'ai un problème, parce que vous touchez aux 2 limites. L'homme est bon, mais là vous ne l'êtes pas, et vous, le client, c'est l'ouvrier. Donc dire que vous n'êtes pas à disposition de l'ouvrier, c'est pas bon. Moi, j'ai pas grand pouvoir, hein, parce qu'on est en France, puis en France, c'est le pays soviétique qui a réussi, les patrons n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais je touche pas au statut. Hein, vous restez agent. Je touche pas au salaire, je vous donne 10% d'augmentation. Par contre, je vous impose une formation, et ça, j'ai le droit. Vous avez passé sur machine pendant 6 mois pour rappeler ce qu'est un ouvrier. J'irai pas. 2 heures après, il était licencié. Alors, c'est important, ce truc-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le chemin de la confiance. Quand tu as démarré, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu ne deviens pas crédible. Parce que tu as quand même un certain nombre d'obstacles que tu lèves. Les obstacles en question, si tu t'arrêtes, ils réapparaissent tout de suite, hein, notamment les cadres. D'accord ? La deuxième chose, c'est que quand tu fais confiance, mais je n'ai pas fait exprès non plus, ça j'ai compris après, il faut faire totalement confiance. La première fois que j'ai fait confiance, c'est que j'ai réuni les ouvriers en leur disant « Vous savez régler contrôler, vous ?» « Bah oui, bah faites-le. » Et je leur dis « Faites attention, je supprime le contrôle qualité, expédition. » Et j'ai fait ça uniquement pour leur prouver que je leur faisais confiance. Mais aussi parce que je m'étais dit, les gars de l'expédition, quand ils voient que je supprime là, vont penser que c'est eux, donc ils vont tout bloquer les pièces. Donc, alors prendre de la confiance, c'est ça, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'on ne peut pas arrêter. Mais il faut mettre un cadre quand même. Autrement, ça devient n'importe quoi. Et il faut que ce cadre soit garant. Le David a été licencié. Je fais ma petite conférence à HEC exécutive, puis je vais au petit déjeuner, puis il y a une jeune femme qui me rattrape. Alors, ce que j'appelle les émus, je ne la connaissais pas. Hein. Ah, monsieur Aubry, je suis tombé sur vos bouquins, j'ai commencé, etc. J'y viens, on déjeune ensemble. Puis elle me dit, le rêve partagé. Elle dit, oui, moi j'ai 40 ans, j'ai repris une entreprise de 35 salariés, je ne sais pas ce qu'elle fait par ailleurs, après un gars qui était très directif. Et moi, je gère ça comme ma manière, quoi. Puis dans l'esprit de vos bouquins. Et puis le délégué syndical, à la dernière réunion CE, me dit, écoutez, madame, quand vous prenez soin de nous, on a envie de prendre soin de vous. Et elle dit, dans l'ambiance des bouquins, j'écoutais avant tout, il faut qu'on prenne soin de l'entreprise, il faut que l'entreprise prenne soin de chacun d'entre nous. Et elle me dit, est-ce que vous pensez qu'il y a matière? Je dis, ça, bien sûr qu'il y a une matière. Là, il y a de l'onirique, là, il y a du rêve, il y a quelque chose. Je ne sais pas, décline, approprie-toi, mais prendre soin d'eux. Voilà, là, il y a quelque chose derrière. Quand tu es honnête et que tu fais ton tour d'usine tous les jours, tu chantes la structure, tu chantes tout le monde. Tu vois, tu vas voir les ouvriers, tu discutes avec eux. Chaque fois qu'il y a un problème, tu te rends compte que c'est ta faute. Chaque fois, tu dis, ils l'ont dit, ou ils l'ont suggéré, ou j'aurais pu le voir, ou bon, bref. Et comme je ne pouvais pas dire c'est ma faute, j'ai dit, mais putain, je bosse comme ça, pas pour rester à l'encours, par lâcheté. Et j'ai vu que les ouvriers reprenaient le truc entre eux. Ils disaient, ouais, putain, si on fait comme ça, tu vois. C'est bien parce que c'est pas chiffré, ça parle, effectivement, on ne peut pas rester dans le village. Tu vois. Je me suis jamais posé la question de qui avait fait le problème, m'en fous. Arrêtez aux conneries, merde. Bon. Et alors j'ai décliné le truc davantage. Hein, et puis c'est devenu un rêve partagé. Et puis c'est devenu vraiment comme ça, à chaque fois, quoi. Dans les mecs, là, pour rester à l'encours, là, c'est une affaire de 40 emplois, hein. Il faut faire 20 pièces en plus. Oh, merde, 20 pièces en plus, voilà. Hein, la première mini-usine que j'ai créée, l'objectif, c'est qu'il faut que Peugeot vous aime. Si Peugeot vous aime, on aura du travail pour nos enfants dans le village. Tu vois, puis après on a tout rattaché à ça. Le rêve partagé, c'est ce qui fait que les gens viennent travailler pour gagner de l'argent. Pas être dupe, quand même. Mais pour autre chose. Alors, mais il faut qu'il soit cohérent. Hein. Il est hors de question que Fabien installe son savoir ailleurs. Hein.